Yo yo yo, c'est Ibélion. Vous êtes dans le 33e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, je suis ravi parce que j'accueille Julie, autrice de La Rose et le Serpent des éditions Actu SF. Et on parle d'écriture. Et Julie nous partage sa quête, ses doutes, ses élans, mais surtout cette force intérieure qui pousse à créer malgré nos peurs. On évoque aussi son roman, l'art de se faire confiance et le courage qu'il faut pour donner vie à ses rêves. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. En fait, quand j'ai reçu ton livre, déjà j'ai trouvé super beau. Je sais pas si t'avais des idées en tête de ce que tu voyais, tu vois, comme objet physique. Mais en fait, moi, j'ai presque su que j'allais l'aimer au moment où je l'ai reçu, quoi. Avec la couverture, ouais. Ouais, c'était franchement, c'était super beau. Puis même, alors un truc qui m'a fait rire, c'est que je pense que j'ai dû lire 2 tiers du livre avant de me rendre compte que au début des chapitres, il y avait soit la rose, soit le Ah serpent oui, oui. dessiné pour dire si c'était Soren ou Alana. Et j'ai Ouais. remarqué ça à la fin, quoi. J'étais ah putain, mais vraiment le On le avait delta ajouté de ça avec une des éditrices. On s'était dit, voilà, ouais. ça serait bien d'avoir des petites illustrations au début des chapitres. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ouais, franchement, ça Ouais, fait un petit plus. C'est ouais. vraiment très cool. Ouais. C'est vraiment très cool. T'es en Angleterre, toi, c'est ça? C'est Ou ça, ouais, j'ai. j'habite en Ouais, Angleterre, ouais. ok. Ouais, à Bournemouth. J'y ai pensé ce matin. Je me suis dit mince, peut-être que on va arriver en décalé sur le Ah oui, ouais. fuseau horaire. Mais Ah, j'ai non, trop bien. l'habitude, donc en général, voilà, je Ouais. prévois, ouais, je pense à l'heure Et française. t'es anglaise ou t'es Non, bah, allée. simplement expatriée, en fait. Je suis née à Ouais. Reims, donc Ok. oui, française, mais en Angleterre depuis, oui, 10 ans maintenant, 11 ans, à peu près 11 ans, ouais. Ok. 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 Ouais. Trop cool. D'ailleurs, j'espère que ça va aller avec mon français parce que comme j'ai plus l'habitude de parler français au quotidien, c'est un peu rouillé en fait et j'ai du mal à m'y remettre, mais bon, Oh, j'espère que ça va t'inquiète, t'en aller, fais ouais. pas. Ouais. Non, il n'y a aucun problème. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, tu vois, là, je ne savais pas, tu vois, que tu habitais en Angleterre depuis aussi longtemps. Et t'écris en français quand même? Oui, bah, j'ai essayé à un moment d'écrire en anglais, mais comme c'est pas ma langue maternelle, même si voilà, je parle couramment anglais, c'est pas la Ouais. même chose en fait. Je connais pas toutes les subtilités de la langue et je fais quand même encore des erreurs, même de grammaire, enfin c'est pas parfait, donc non pour moi, puis comme j'écris depuis très longtemps en français, enfin je Hmm. continue, enfin j'ai acquis une habitude en fait, ouais, Ouais, ok, ouais, ok, je comprends, ouais, je ouais, comprends. je Ouais. préfère. C'est vrai que l'envie parfois d'écrire en anglais, euh, ouais, je sais pas, moi ça m'a attiré aussi de temps en temps, et puis en fait, je me retrouve vite confronté au fait qu'il y a des choses que je veux dire, je sais pas comment les dire du coup. Bah oui, oui, ouais, C'est beaucoup plus ouais. compliqué. Ouais. Je C'est connais beaucoup pas plus tout le compliqué. vocabulaire, ouais, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Et t'écris depuis combien de temps du coup? Donc j'ai commencé à écrire vers l'âge de 12-13 ans. Ok. Euh, ouais, voilà, ado. Donc oui, ça fait longtemps. Ouais. Et c'est La Rose et le Serpent, là, c'était une des premières histoires que t'avais imaginées Non, ça c'est un ou... peu plus tard en fait. Ok, J'ai commencé à avoir les premières idées sur ce roman en 2015. ok, Donc il s'est passé environ 10 ans entre les premières idées et la publication. Donc ça a été vraiment un voyage au long cours. Mais après, voilà, l'écriture du premier jet, proprement dit, ça a pris 2 ans à peu près. Après, il y a eu des années de correction. Mais oui, c'est quand même une longue période en fait. Ouais. ouais, je Mais comprends. sinon, voilà, au départ, quand j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans, donc c'était plus des histoires un peu fantastiques, des petites nouvelles. J'ai fait pas mal de fanfiction aussi, voilà, pour Trop bien, commencer. Ouais. trop bien. Par curiosité, tu les faisais sur quoi, les fanfictions? Je sais même plus, non, c'était il y a tellement longtemps. Ouais. Ça t'arrive de relire ce que t'écrivais vraiment il y a longtemps, là, quand t'étais Oui, bah ado oui, oui. Bah, on voit qu'il y a quand même eu du progrès, heureusement. Ouais, C'est amusant, ouais. Ouais. ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est à chaque fois, c'est, je sais pas, j'ai presque une certaine tendresse sur les tout premiers écrits que j'ai faits parce que objectivement je trouve ça un peu nul, tu vois. Ça a un côté un peu kitsch, très débutant quelque part. Ouais. Mais en même temps je me dis putain, mais si à l'époque quand t'avais écrit ça
t'avais trouvé ça nul et que tu t'étais pas dit, ouais, franchement, t'es un génie, c'est trop bien, bah, j'aurais peut-être pas continué, tu vois. Ah, c'est Et ça, oui, voilà, c'est ouais, pour ça, ça me fait ouais, toujours rire de retomber sur ces écrits-là, ces ouais. vieux écrits. Je trouve Puis ça quand j'y vraiment. repense, en fait, aussi, on écrivait, enfin, pour moi, c'était beaucoup plus facile, en fait, au début. On se posait pas de Ah ouais? questions, c'est comme ça Ouais. venait, en fait, au fil de la plume. C'est après, j'ai l'impression, au fil des années, quand on acquiert plus d'expérience, ça devient de plus en plus difficile, en fait, d'écrire, je trouve. Ouais, je Ouais, comprends. ouais. Difficile du point de vue, de quel point de vue pour toi? Euh, Bah, peut-être parce que voilà, on a lu beaucoup plus de choses aussi, et on a des certaines attentes en fait, on sait ce qu'on veut dire, Hmm. écrire, enfin on a plus de, comment dire, notre œil il est un peu plus acéré en fait au niveau de l'écriture, donc s'il y a des défauts, on s'en rend compte. Alors qu'avant, bah, ça passe sous le radar en fait. Donc je pense que on devient de plus en plus exigeant avec notre propre écriture. Au fil du temps. Ouais. Ouais. Ce qui est une Et bonne chose, c'est comme ça qu'on oui. progresse aussi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est un peu toujours euh, une espèce de boucle entre se trouver naïvement génial et puis à un moment se remettre en question en se disant ouais, il y a des choses quand même que je peux améliorer. Mais quelque part, j'aime bien ce côté, je sais pas pourquoi, dans toutes ces aventures, que ce soit entrepreneuriales, artistiques, il y a un côté naïvement se trouver vraiment fort. C'est un peu un atout parce que du coup, ça contrecarre un peu la peur ou Ouais. tous les blocages sur lesquels tu peux tomber. Ouais. Non, c'est important oui, d'avoir confiance en ce qu'on écrit Ouais. aussi, ouais, surtout au début. Ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais. Et Mm. donc, La Rose et le Serpent, tu as dit donc premières idées 2015. Ouais. Et premier jet tu m'as dit 2 ans. En vrai, c'est quand même rapide. T'avais déjà écrit des choses avant, enfin je veux dire j'imagine que t'avais écrit plein de choses, mais des textes, des nouvelles. Oui, bah en fait, en gros, oui, La Rose et le Serpent, c'est pratiquement le cinquième roman que j'ai écrit, enfin, Ah le oui, ok. roman sérieux. Hmm. Donc il y en a eu 4 autres avant. Un premier que j'avais écrit oui, à l'âge de 20 ans, en fait, où quand je me suis dit vraiment, là, je veux écrire plus professionnellement, avec l'idée peut-être d'être publié un jour. Mais voilà, quand je regarde après, enfin, quand je relis ce roman, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de défauts. C'était vraiment, en fait, un roman d'entraînement. Parce que Hmm. je commençais à apprendre un peu plus de choses sur bah, la structure d'un roman, comment écrire, la narration, enfin lire beaucoup de manuels, mais en ligne aussi. Et voilà, j'ai réussi à écrire un roman complet et c'était vraiment pour oui, faire mes armes en quelque sorte. Donc Hmm. ce roman-là, il est vraiment pas publiable. Je pense qu'il ne le sera jamais, même si je le retravaillais. Mais j'ai vraiment eu besoin de l'écrire pour essayer différentes choses, des techniques que je commençais à apprendre. Après, il y a eu une trilogie que j'ai écrite. C'est dans le même univers que La Rose et le Serpent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris que 2 ans, le premier jet de La Rose et le Serpent, parce que j'avais beaucoup travaillé l'univers en amont, en fait. Hmm. Donc, il me restait pratiquement plus que les personnages et l'intrigue à développer, à explorer, mais l'univers, il était déjà établi avec ses romans précédents. Euh, ouais. Et c'est hyper intéressant, il y a quelque chose Mm. qui m'évoque parce que quand on écrit de la fantasy, généralement on est assez fan de toutes ces constructions d'univers, tout ce qu'on peut rattacher au world building. Euh, et moi je tombe assez souvent sur des jeunes auteurs qui à mon sens, ont tendance à se perdre un petit peu Ouais. dans la construction d'univers et qui finalement racontent pas d'histoire à la fin, tu vois, tu te rends compte qu'il n'y a rien Mm. d'écrit. Et comment tu as réussi, toi, à trouver le bon équilibre entre euh, une justesse dans la construction de ton univers et aussi une précision, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, typiquement dans La Rose et le Serpent, et quand même un moment, entre guillemets, t'astreindre à écrire, quoi, raconter des histoires et pas seulement une encyclopédie. Ouais. Bah, je pense que ça peut être aidé en fait de séparer les deux, de passer plusieurs Ouais. années au départ à établir l'univers, à écrire d'autres histoires dedans, ou peut-être j'ai beaucoup plus donné d'importance à l'univers.
Et après, voilà, ce qui m'intéressait avec La Rose et le Serpent, c'était pas tant le contexte, l'univers, même si voilà, il a son importance, mais c'était vraiment l'intrigue. Donc je suis vraiment concentrée là-dessus. Et l'univers était vraiment au service de l'intrigue et des personnages. Euh, donc voilà, j'avais pas forcément envie de le mettre en avant sans que ce soit nécessaire. C'était vraiment plus, voilà, le contexte en fait. Un peu comme un roman historique, et c'est ce que j'ai essayé de reproduire un petit peu parce que c'est quand même un univers assez réaliste. J'ai fait même pas mal de recherches historiques parce que je voulais que ça soit crédible en fait. Et donc je l'ai pris un peu comme ça. Je sais pas si c'est forcément ce que tous les lecteurs recherchent parce que c'est vrai que je trouve que l'univers est assez enfin, il est important, mais assez peu présent, en fait. L'important, c'est plus donné aux personnages, je dirais, et à l'intrigue. Voilà, je sais pas si ça répond exactement à la Si, si, question. Ouais. si, si, Mm. super, super. En fait, tu vois, tu as dit quelque chose et je me rends compte, souvent je fais le parallèle avec mes propres Mm. erreurs. Et effectivement, au départ, j'étais au service de mon univers. En fait, j'avais envie de créer un univers comme dans un jeu vidéo ou comme dans les jeux de rôle Mm. auxquels j'avais pu jouer. Et j'étais pas du tout au service de l'histoire. Et c'est vrai que, en fait, la différence, et tu vois, je l'avais pas verbalisé, mais c'est du coup, tu viens de me faire prendre conscience de ça. C'est qu'à un moment, j'ai mis l'univers au service de l'histoire et pas l'inverse. Et effectivement, c'est un super conseil, ça. C'est un super conseil. Et Mm. moi, je trouve, tu vois, que justement, alors, ce que moi, je déteste, j'aime pas les livres pleins de descriptions. Tu vois, typiquement, c'est pour ça que j'ai un rapport assez conflictuel à Tolkien, par exemple. Ouais. J'ai beaucoup de mal à lire Le Seigneur des Anneaux parce que 300 pages de prairies vertes, je le dis de manière très caricaturale, mais voilà, j'ai jamais trop réussi à rentrer. Et toi, je trouvais justement qu'il y avait une très bonne justesse. Justement, il est pas. Enfin, on sent qu'il est au service de l'histoire, justement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne justesse dans ça. Et l'emphase est beaucoup plus mise sur effectivement sur les personnages et finalement leur implication, enfin leur intégration dans l'univers et leur impact sur Mm. le monde dans lequel ils sont. Et ça, c'est super bien amené, ouais. Franchement. Ouais. Et donc, ouais, ok, tu vois, c'est un très bon conseil. Je le note dans un coin. L'histoire au service, pas au service de l'univers, mais l'inverse, ouais. Ouais. Mm. Parce que je pense, oui, c'est quand même le plus important, même en fantasy. Un roman, en fait, on le lit pas tant pour l'univers, même si on aime la fantasy, la science-fiction, les littératures de l'imaginaire, mais vraiment pour suivre des personnages et pour une histoire, en fait. Et le reste, même si, oui, ça a une certaine importance, et c'est ça qui donne l'ambiance, la saveur de l'histoire, mais ça reste secondaire quand même, je trouve. Enfin, en tout Hmm. cas, moi, en tant que lectrice, c'est plutôt, oui, les personnages qui vont m'accrocher, par exemple, et le reste, même si l'univers n'est pas tellement développé, c'est moins important en fait pour moi. Après, Hmm. c'est Je subjectif comprends. aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Après, Mm, c'est mm, vraiment les goûts et les couleurs, mm, mais effectivement, euh, j'ai pensé à trois trucs en même temps. mm, Euh, le, le côté, enfin, en fait, il y a quelque chose aussi que je trouve important. Je sais pas où est le curseur, toi, de ce que tu aimes bien, mais laisser de la place au lecteur de s'imaginer. Et tu vois, et donc parfois, volontairement, ne pas décrire certaines choses ou les décrire légèrement de manière succincte pour que toujours le lecteur puisse se faire sa propre image. Moi, c'est quelque chose que mm, j'apprécie. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, ça me touche beaucoup. Je sais pas, mm. euh, qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu lis un livre sur ça, justement? Non, je suis d'accord. Enfin, en même temps, moi, j'aime quand même beaucoup les descriptions. J'ai besoin qu'il y ait quand même assez d'éléments pour pouvoir visualiser. Mais après, Ok. voilà, il y a quand même une part d'imagination et c'est ça aussi. Enfin, c'est pour ça qu'on lit. La Hmm. littérature, c'est différent des films et tout ça. Donc, mais c'est vrai que pour décrire, je pense que le plus important, en fait, c'est de trouver des petits détails vraiment précis. Et après, le reste, c'est le lecteur qui imagine ou qui rassemble voilà, les morceaux pour avoir l'image totale. Je pense que c'est plus important qu'une description exhaustive, en fait. C'est vraiment trouver les détails significatifs. Et, Hmm. ouais, L'élément fort voilà. ouais, qui définit très bien le personnage. J'étais en train de réfléchir à me dire
sur Soren et Alana, qu'est-ce qui m'a marqué, moi? Je crois que c'est l'épée de Soren, je sais pas pourquoi, je la visualisais assez bien. Et Alana, c'est vrai que je sais pas trop. Ah si, son livre, son livre impie là de Ah oui. Zerlech. Ça c'est. Et ça, tu vois, voilà, du coup, je voulais te poser d'autres questions, mais là, je pense à ça tout de suite. J'ai trouvé ça génial, l'intégration que tu fais de toute la philosophie entre guillemets de Zerlech, parce Mm. qu'au départ, on sait pas du tout ce que c'est, et donc on s'attend à un truc un peu sombre. Et je trouve qu'il y a un espèce de contre-pied quand on découvre ces premiers aphorismes où ouais, j'ai eu l'impression, mais je dis ça de manière très positive, de lire un livre que j'aurais pu acheter, tu vois, de développement personnel presque. Et Mm. j'ai trouvé ça, et vraiment quand je les ai lus au début, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je te disais par message, je me demandais, euh, est-ce que t'as finalement ton petit livre de Zerlech à côté et que t'as pioché dedans ou t'as juste finalement Ouais. construit juste ce qu'il fallait Bah, j'ai pas écrit le livre en entier, mais oui, j'ai écrit plus d'aphorismes que l'on trouve dans le roman lui-même, en fait. Et c'est vrai que Ah, trop cool. j'ai pioché voilà, ce dont j'avais besoin au fur et à mesure de l'histoire. Donc, il y en a plus, ouais, Ah, que ce trop qu'on cool. voit. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré euh, ce, enfin, Zerlech et sa philosophie? Oui, bah, c'est plusieurs choses, en fait. Mais essentiellement, je dirais la philosophie antique, en particulier le stoïcisme, que je trouve assez Hmm. intéressant, mais aussi les philosophies orientales. Donc, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà, j'ai un peu pioché à droite, à gauche, voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit, enfin, moi-même, tous les aphorismes avant d'écrire, pour me donner une idée de cette philosophie. Voilà, savoir ce que ça représentait un petit peu. Et après, voilà, en fonction des besoins de l'histoire, là, voilà, je les ai utilisés. Ouais, Ouais. ça se ressent. Bah, le côté stoïcisme, ouais, effectivement, se ressent beaucoup. Mais la version très. Je sais pas comment l'appeler. Parfois, dans le stoïcisme, il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu dérangé. C'est le côté, entre guillemets, très froid et un peu non émotionnel. Comme s'il fallait mettre des barrières, tu vois, autour de son cœur. Et Hmm. plus. Et je trouve que justement, ça invite plutôt à se laisser traverser par ses émotions, tu vois, et à savoir qu'elles sont là et ouais, à les traverser. C'est le mot qui me vient, traverser, Ouais. plutôt que de les combattre ou les réfréner. Et, ouais, et du coup, effectivement, ça se combine bien avec la philosophie orientale que tu as dit, qui a un côté un peu spirituel. Euh, ouais, franchement, moi, Zerlech, j'aurais pu lire tous les aphorismes comme ça. Ça m'aurait- Hmm. franchement, c'était une super idée, ouais. Une Ouais. super idée. Mm. C'est intéressant oui, que tu mentionnes ça, parce que en général, mais dans les critiques, les gens ne le mentionnent pas forcément, parce que ça reste quand Mm. même assez, enfin, assez subtil en fait dans le texte. C'est plus Ouais. du sous-texte. Mais oui, c'est un thème qui m'intéressait beaucoup, donc ouais. Bah, je comprends. C'est vrai que Mm. moi, c'est parce que j'aime beaucoup avoir un prisme de lecture. En fait, j'ai toujours envie de récupérer dans ce que je lis des choses qui vont m'intéresser moi et qui pourraient Mm. être utiles dans ma vie à moi, tu vois. Et même après, qui peuvent être utiles à partager aux gens. Euh, et, et je trouve que c'est pour ça que Zerlach m'a tant marqué, parce qu'en fait, c'est vraiment des trucs, tu peux les sortir du contexte totalement Mm. et te dire, ok, à partir de maintenant, je vais relire cet aphorisme tous les matins parce que en fait, ça va m'aider, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est le retour que j'ai fait moi sur le livre était plutôt orienté dans ça. Je trouve qu'il y a il y a de très beaux messages, il y a de très beaux messages et, alors, tout le rapport à la peur qui est évoqué au début, moi j'ai trouvé ça génial. Surtout que ça boucle à la fin, parce que ça revient. Ça c'était vraiment, vraiment top. Et puis le sujet de la vengeance, moi, qui est celui qui m'a le plus touché. Mm. Alors du coup, je te fais un partage personnel pour mettre un peu de contexte, pour te dire pourquoi ça m'a autant touché. Mais je pense que ce côté, je spoil rapidement, rapidement, bouchez-vous les oreilles si jamais vous voulez pas être spoilé, mais euh, on sent que Soren a un truc en lui, quoi, et que son moteur n'est pas du tout, enfin, est complètement extérieur, quoi. Il est drivé par quelque chose.
ok, il veut se venger, il veut que les gens soient punis, etc. Et en fait, on sent bien, et je trouve que ça, c'est subtilement amené, on sent bien que s'il emprunte cette voie-là, il y a un moment où il va se détruire, quoi. Mm. Euh, et, et moi, je fais le parallèle avec ma vie à moi, où parfois, tu as envie de faire des choses pour prouver à d'autres. Et puis, en fait, tu te rends compte, même quand tu y arrives, qu'il y a un truc qui te laisse un espèce de vide horrible, quoi. Euh, et donc, Soren vit ça pendant la grande partie du roman. Et puis vient la confrontation là, avec Katharina, que je trouve génial. Vraiment, ce passage-là, moi, c'est celui que j'ai préféré, je pense. Mm. Ça paraît bizarre, je sais pas, tu me diras peut-être euh, quel est le passage préféré des gens, mais moi, celui-là m'a marqué. Et à ce moment-là, il prend conscience que justement, cette vengeance va le mener nulle part. Et il arrive à faire la bascule qui est hyper dure de transformer un driver qui est externe à la vengeance en driver qui est interne, de se dire, ok, en fait, j'ai envie de faire les choses pour moi et pour le peuple qui est autour, etc. etc. Mm. Et ça m'a profondément touché, ouais. J'ai l'impression de faire une analyse de prof de français, mais je sais pas ce que t'en penses de tout ça. Non, je trouve, oui, ton analyse est très intéressante. Ouais. Après, voilà, je veux pas trop commenter non plus, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant quand les lecteurs, voilà, interprètent à leur façon, enfin, trouvent C'est très quelque bien, ouais, chose, t'as et c'est raison. pas à moi de dire, voilà, forcément ce que je voulais faire, ou, ouais. Mm. Mm. Non, c'est bien. Moi, je donne mon interprétation et puis Mm. les gens pourront se faire la leur Bah oui, oui. sans qu'entre guillemets tu leur dises. Ouais. Non, c'est Et, génial. et pour revenir un peu sur la construction de l'écrit, donc au moment de commencer le premier jet, euh, comment tu t'es organisé avant de commencer à écrire? Donc oui, en général, avant de commencer à écrire, j'ai besoin d'un synopsis. Ok. Donc vraiment planifier l'histoire, savoir comment ça va se terminer, en gros. Et j'ai besoin d'avoir aussi les personnages, avoir fait connaissance avec eux, de connaître un peu voilà, leur personnalité, leur motivation, leur passé. Et ensuite, je me lance et là, c'est plus un travail de découverte en fait, chapitre par chapitre. Donc, je sais en gros qu'il faut aller du point A au point B par exemple, mais entre les deux, j'en ai aucune idée. C'est vraiment pendant que j'écris que je vais le découvrir. Donc, pour revenir au système là, de jardinier-architecte, voilà, je suis un peu un mélange des deux en fait. Donc, au départ, planifier, mais après, vraiment découvrir comme ça vient. Euh, et par contre, je pense oui que le côté planification, ça a été vraiment important pour moi pour réussir à terminer mes histoires. Au départ, quand je commençais à vouloir faire ça plus sérieusement, parce qu'il y a eu une grande période pendant mon adolescence où je commençais des romans, mais j'arrivais pas à les terminer parce que j'avais des idées, voilà, pour le début, puis au bout d'un moment, ça bloquait en fait. Et quand je me suis dit non, je vais vraiment structurer pour ça, voilà, avoir un début, un milieu, une fin, ça a vraiment débloqué le processus. Mais après, voilà, pendant le premier jet, il y a beaucoup de choses qui changent, en fait. En général, et je crois que ça a été le cas pour La Rose et le Serpent, il n'y a plus rien à voir... Enfin, le synopsis de départ n'a plus rien à voir avec l'histoire terminée. Parce que, voilà, les personnages peuvent m'emmener ailleurs, et voilà, je suis le fil, donc c'est... J'ai besoin de cette structure pour commencer, mais après, la structure, elle explose, en fait, en quelque sorte. Ouais. Ouais, t'as besoin de te fixer un cadre pour Ouais. pouvoir en sortir et faire. Ouais. Je pense que Ah, c'est juste c'est... rassurant en fait de savoir où on va, mais après voilà le plaisir c'est aussi voilà d'explorer et on sait pas vraiment où ça nous mène en fait. Et c'est ça aussi je pense la créativité voilà de d'aller avec le flow en fait. Ouais. Ouais, Mm. je te rejoins totalement Mm. sur cet aspect un peu imprévisible de l'écriture, où tu Mm. sais jamais vraiment trop où ça t'emmène. Mais c'est toujours génial, en fait, Oui bah de oui. voir. C'est ça qui est Ouais, intéressant. Ouais. ouais. Mm. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de là où t'ont amené les personnages? Euh, C'est difficile à dire. Euh, je pense oui, même ce thème, en fait, dont tu parlais de la vengeance, je savais pas, en fait, dès le départ, à quoi ça allait mener, en fait. Donc, j'ai vraiment suivi les personnages, Soren, dans ce cas particulier, et c'est, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait un chemin avec le personnage, et ça...
ça aboutit à quelque chose. Enfin, le personnage a évolué, mais c'était pas forcément prévu au départ, en fait. J'avais juste une idée, voilà, il y a ce thème de la vengeance, mais je savais pas où ça allait mener, en fait. Donc, C'est, mm, c'est super beau parce que, en fait, je trouve que ça se sent dans le roman qu'il y a une vraie évolution humaine du personnage. mm, Et quelque part, ça vient aussi du fait que je pense que tu te laisses porter par ton personnage et que c'est lui qui décide où il va. Euh, à mon sens, quand tu as un côté très rigide auquel le personnage doit faire A, B, C, D, E, F, tu as un truc un peu mécanique et robotique parfois. oui, c'est Enfin, vrai. je pense que ça dépend probablement des auteurs, j'ai pas envie de faire de Mm, généralité, mais en tout cas, non. moi, à mon échelle, je sens ce côté robotique quand c'est un peu trop défini. Mm, Et, ouais, ça se sent il a une belle évolution qui est pas forcée, justement, je trouve. mm. Ouais. Et sur les 2 ans du premier jet, euh, qu'est-ce, ça a été quoi ta plus grande difficulté? Bah, je dirais le début surtout, vraiment commencer Ok. le premier chapitre, parce que j'ai vraiment besoin, quand j'écris, en fait j'écris chronologiquement. Je sais que certains auteurs en fait écrivent plusieurs scènes, puis après rassemblent tout, Ouais. alors que moi j'ai vraiment besoin d'écrire un chapitre après l'autre. Et tant que le chapitre, le premier, ne se tient pas, bah, j'arrive pas à continuer en fait. Il faut vraiment que ce soit solide, c'est comme une fondation en fait dont j'ai besoin. Donc il y a eu plusieurs G pour le premier chapitre. Et après, voilà, dès qu'il se tenait, enfin, j'avais l'impression que ça fonctionnait, j'ai pu continuer. Mais voilà, ça a demandé pas mal d'essais, en fait, des tâtonnements. Et ensuite, bah, au cours de l'écriture, bah, il y a eu des blocages, bien sûr, il y en a toujours. Donc, c'est vraiment continuer à faire confiance au processus. Hmm. Et bah, ça demande, oui, de la patience, bien entendu. Donc, ouais. Et c'est le processus dont tu parles, tu peux en raconter un peu plus sur ton processus d'écriture? Euh, oui, enfin, quand je disais le processus, c'est plus faire confiance en fait à l'histoire, que ça va mener Ah oui. quelque part, suivre les personnages. Parce que quand tout n'est pas structuré, en fait, ça peut être parfois un peu effrayant. On se dit, oh, bah, si ça Mhm. se trouve, ça va mener nulle part, ça n'a ni queue ni tête. Mais je pense que, voilà, on apprend au fur et à mesure voilà, à faire confiance à ce processus créatif. Je pense qu'il se passe même quelque chose inconsciemment, en fait. Donc l'histoire s'assemble au fur et à mesure. Et, mais il y a des moments, oui, où j'ai eu des blocages, dont je ne sais plus exactement où. Mais ça peut durer voilà, plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Je me suis rendu compte qu'il y a en fait deux types de blocages. Donc il y a le blocage plus technique, Mhm. narratif. Donc c'est en quelque sorte quand il y a un problème avec l'intrigue ou je suis allée dans la mauvaise direction, enfin j'ai pas fait le bon choix avec le personnage, peu importe. Et quand j'arrive à résoudre ce problème, généralement ça débloque le processus. Et je vais à nouveau voilà pour écrire la scène, peut-être avec une autre perspective, un autre point de vue. Et ensuite, il y a le problème, enfin le blocage plus psychologique. C'est quand on se met trop la pression, on veut déjà écrire le premier jet parfait, qu'il n'y ait pas voilà, trop de corrections après coup, on pense au résultat. Et c'est assez ça en général, ça bloque aussi la créativité. Donc, et c'est quand on retrouve un peu voilà, le lâcher-prise en se disant, voilà, maintenant je vais écrire, c'est qu'un premier jet, il y aura des corrections de toute façon au final, donc c'est pas grave si c'est mauvais. Il faut vraiment voilà, continuer, finir l'histoire et après on verra. Et voilà, si j'arrive à lâcher prise, après voilà, ça débloque. Donc en gros, voilà, je trouve que c'est les deux blocages et parfois c'est difficile à savoir c'est lequel. Hein, et, voilà. Hmm. Mm. Ah, merci pour ton partage, c'est passionnant. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de questions qui me sont venues, mais euh, sur plutôt peut-être le, le second blocage, qui peut Mm. être plus, on va dire, dans la tête, entre guillemets. Ouais. Euh, comment t'as réussi à le combattre, ce blocage-là? Parce que Euh, tu as parlé, pardon, oui. Parce que tu as parlé, tu as utilisé un mot que j'aime bien, c'est le lâcher prise. ouais. Le côté.
avance et puis on verra. Mm. Et ça paraît extrêmement simple dit comme ça, mais je trouve que c'est difficile de se le dire parfois. Mm. Ah, c'est difficile, puis souvent, ce blocage, il revient régulièrement, en fait. Parce que je suis assez perfectionniste. Donc, même si je sais que c'est un premier jet, j'ai parfois tendance à me dire, ah oui, mais ce serait bien quand même si il n'y avait pas besoin de trop de corrections après coup et que ça puisse tout de suite, voilà, être parfait. Et donc ça demande voilà, un travail mental à se dire non, c'est qu'un premier jet. Euh, et s'empêcher en fait de trop corriger le premier jet. Je pense que c'est ça qui est important. Donc je le fais quand même beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, j'avais besoin, là, pour mon premier roman, par exemple, de l'écrire de A à Z avant de corriger quoi que ce soit. C'est ça qui m'a vraiment aidé à me lancer dans l'écriture. Mais aujourd'hui, en fait, même mes premiers jets, quand j'écris une scène, je peux repasser plusieurs fois dessus. Et, enfin, je la retravaille beaucoup, même si je sais que c'est un premier jet, qu'il y aura encore des corrections après. Mais parfois, je le fais trop. Et ça, je le sens. Et dans ce cas, je me dis, non, non, c'est bon, là, c'est pas parfait, mais je vais quand même passer à la scène suivante. Et dans plusieurs mois, voilà, j'y reviendrai. Peut-être que voilà, je verrai les choses différemment. Et donc, c'est en gros, oui, accepter d'écrire un peu au fil de la plume, en fait, comme ça vient. Et pas trop se poser de questions pendant le processus. Mm. Mais c'est pas évident, oui, c'est pas évident du tout. C'est Ouais. super beau. Mm. Je sens qu'il y a eu le... Sur ton premier roman, donc du coup, si j'ai bien compris, tu t'es astreint, entre guillemets, à faire, à dire, ok, je fais le premier jet et Mm. puis je corrige rien du tout et après, Ouais. après, comme ça, je corrige, etc. Et j'ai fait exactement la même chose. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui m'a permis de finir mon premier livre. Alors, Mm. il est, je dirais pas qu'il est aussi bon que La Rose et le Serpent, mais en tout cas, tu vois, le fait, j'ai réussi à l'écrire parce qu'à un moment, je me suis dit, je fais le premier jet et je corrige rien. Ouais. Parce que je me connaissais et avant je l'avais fait, tu rentres dans une espèce de boucle de correction Mm. infinie où tu modifies un truc et puis ça te donne envie de modifier le chapitre 1 et puis ouais, là, Ouais, laisse si tomber et t'avances c'est pas, ouais. une Mm. espèce de fractal qui Mm. explose dans tous les sens et puis pour peu qu'au milieu tu te sois dit pour te rassurer je vais le faire lire à ma mère ou à ma sœur, Ah bah oui, là, c'est... là c'est laisse tomber, Ouais. ça devient encore pire et donc ça j'ai trouvé ça super beau et en fait au fil de l'eau donc tu découvres aussi je pense un petit peu et il y a un moment où inconsciemment tu sais où est ta limite et d'ailleurs tu l'as dit, tu Mm. sens parfois que tu tends vers ce perfectionnisme et justement maintenant j'ai l'impression, enfin en tout cas quand tu le racontes, que tu as réussi à trouver un peu cet équilibre entre réussir à t'écouter en disant non là j'estime que c'est quand même pas assez bien pour que je continue à avancer et Mm. puis justement pas rester bloqué et pas lancer cette espèce de machine explosive de correction. Oui, bah Mm. oui. Mm. Ouais, Et est-ce que, alors c'est une question difficile, mais est-ce que t'arriverais à dire, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à trouver un petit peu ma manière de faire, tu vois, ma manière d'écrire, tu vois, vraiment personnelle. Ouais. Bah, je pense qu'elle évolue aussi avec le temps. Donc, chaque Oui, roman est t'as raison. différent. Mais là, en ce moment, Ouais. oui, quand j'écris, donc mes premiers jets sont plus travaillés parce que j'ai vraiment besoin que ça se tienne dès le départ. Euh, j'ai aussi, voilà, peut-être moins envie de faire de corrections après. Parce que je pense aussi quand on acquiert plus de compétences, on voit dès le départ si ça fonctionne ou pas. Donc, on peut plus, voilà, écrire ce qu'on veut dans le premier jet et moins avoir à corriger après. Mais c'est un équilibre à trouver en fait, parce que si on fait trop ça, après voilà, ça devient du perfectionnisme, ça bloque le processus créatif. En fait, il y a deux rôles. Il y a le créateur, l'écrivain, quand on écrit le premier jet, puis après, il y a plus l'éditeur intérieur en fait qui va corriger. S'il se mêle trop, je pense que on étouffe quelque chose. Donc c'est vraiment voilà, trouver cet équilibre entre les deux. Et je pense que voilà, oui, j'en suis plus proche aujourd'hui, mais c'est toujours pas évident en fait. Ouais. Ouais. Oui, Mm. et puis t'as raison, c'est en constante évolution. Ouais, voilà. C'est comme de poser la question, est-ce que t'as trouvé ton style? Le style, ça veut tout et rien dire. Mm. On est toujours nourri par tout ce qui nous entoure, ça évolue au fil de l'eau. Ouais. Ouais. Et, et donc le premier jet, quand tu le termines,
C'est quelle émotion qui arrive? Euh, Généralement, oui, c'est quand même un sentiment de satisfaction, on va dire, surtout quand ça a duré plusieurs années. Donc, mais en même temps, je sais que c'est pas la fin, qu'il va y avoir des corrections, Ouais, que je vais le retravailler. Donc, oui, en général, je ressens rien de particulier. Et ouais, j'ai généralement envie, en fait, de replonger dans l'histoire, donc de m'y remettre assez vite. C'est souvent un effort, en fait, de plutôt mettre le projet de côté et se dire, voilà, on laisse reposer, je sais pas, quelques semaines, un mois, avant de s'y remettre. Alors qu'en fait, oui, j'ai juste envie d'y retourner, de le ouais. retravailler, ouais. Mm. Mm. C'est vrai que c'est très frustrant de devoir laisser reposer un petit peu, Mm. mais, mais je pense que c'est bénéfique quand même de Ouais. prendre un petit peu de recul. Comment tu fonctionnes, toi, une fois que tu as terminé ton premier jet, c'est quoi les étapes d'après Bah, moi, surtout, c'est la bêta lecture. Ok. Donc, je trouve que c'est important. J'ai commencé à recevoir des bêta lectures il y a 5 ans. J'ai découvert un forum en ligne, je sais pas si tu connais Cosyclix, pour les Oui, littératures de j'ai vu le l'imaginaire, ouais. nom passer, ouais. Ouais. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça super pour vraiment progresser dans l'écriture, avoir des retours, parce qu'avant, voilà, je faisais lire mes proches, mais en général, voilà, c'était pas constructif en fait. C'était juste, oui, c'est très bien et c'est tout, donc ça permettait pas vraiment de progresser. Mais quand voilà, j'ai découvert la bêta lecture et j'ai commencé à recevoir des retours à la fois bienveillant mais critique aussi, voilà, pour remarquer les défauts, les faiblesses des textes. Ça m'a beaucoup aidé à les retravailler. Donc en général, c'est ça les différentes étapes. Je vais finir un premier jet. Ensuite, je vais quand même le laisser reposer quelques semaines, m'y remettre et le corriger de mon côté en fonction voilà, des idées qui me sont venues pour l'améliorer. Et après, là, je l'envoie à des bêta-lecteurs voilà, qui vont lire le manuscrit, me faire les retours. Et ensuite, j'y retourne, autre phase de correction en fonction voilà, des remarques que j'ai reçues. Puis ça peut se faire plusieurs fois. Après, si j'ai besoin encore de tester le Mm. manuscrit après coup, je vais essayer de trouver d'autres bêta-lecteurs qui peuvent me faire un retour aussi, jusqu'à ce que je sois en fait satisfaite du résultat. Ouais. Mm. Mm. Ouais, donc je comprends. T'as le premier Mm. jet, euh, ensuite tu le corriges toi Ouais. pour faire ta cohérence, Mm. enfin ton analyse. Et après, là, l'étape des bêta-lectures, et c'est là où tu peux indenter un peu plusieurs fois en fonction du sentiment que t'as que ça soit bien terminé. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, ça, dans La Rose et le Serpent, j'imagine que c'est comme ça que tu as fonctionné. Et après, quand tu l'envoies aux différentes maisons d'édition, euh, une fois que tu as. Derrière. Alors, en fait, c'est ça parce que moi je l'ai jamais vécu, donc c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. À quel point le texte change entre le moment où la maison d'édition te dit OK, top, on y va, et le texte qui est final, à quel point ça change Je pense que ça dépend des romans en Oui, fait. oui, Moi, ça n'a forcément. pas beaucoup changé. C'était surtout des modifications sur la forme. Donc dès le départ, il m'avait dit voilà, il n'y aura pas de gros changements. Donc, mais je pense que ça dépend vraiment voilà, du roman, du Ouais. projet. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est toujours. Oui, c'est Ouais. des questions un peu. C'est vrai que ça dépend Mm. forcément du texte. Mm. Et je pense que comme je l'avais déjà aussi beaucoup retravaillé à la suite des bêta lectures, c'était déjà assez abouti, je pense. Donc ça Mm. dépend aussi de ça, des retours qu'on a eus, si on a eu suffisamment. Ouais. Ok. Mm. T'avais fait combien de bêta lecture par curiosité? Donc pour la première étape, il y a eu 2 bêta lectrices qui m'ont fait des retours sur le roman entier. Ensuite, je l'ai corrigé. Il y a à nouveau 2 personnes qui ont relu la Ok, dernière version et m'ont fait des retours. Ouais. Mm. ok. Ouais, Ouais, donc en gros 4 personnes. Ouais. quatre personnes, ouais, c'est Ouais. bien, c'est bien. Mm. Je pense qu'effectivement, au moins deux, c'est nécessaire parce que ça te permet d'avoir au moins deux points de vue, enfin C'est trois ça. avec le Ouais. tien. Mm. Et après, si t'en fais trop, ça devient un petit peu une espèce d'usine à gaz. C'est Ça peut ça, être un faut peu pas. Ouais. compliqué, je pense. Ouais. Mm. Après, on peut Ouais, se passionnant. disperser un peu trop. Ouais. Mm. Ok. Et, et le, j'aime beaucoup cette question. Quand tu reçois le livre dans tes mains, et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand Oui. tu le vois la première fois?
Oui, ça a été beaucoup d'émotions en fait. C'était un rêve quand même qui se réalisait. Et Ouais. je pense que c'est la première fois là où j'ai vraiment réalisé que ça se faisait en fait. Parce que au départ, même quand on signe le contrat, en fait, quand le roman était accepté, on réalise pas forcément en fait. Ça reste assez abstrait. Ouais. Et quand on reçoit le livre papier, tout à coup c'est réel en fait. Donc ouais, Ah, oui, c'est beau. c'était quand même ouais. Et ouais. Ah, c'est à chaque fois. Euh, Moi, je me suis replongé. J'ai toujours, tu vois, toujours beaucoup de mal à mettre des mots, moi, sur le sentiment que ça m'a créé. Je le dis à chaque fois, alors à force de le répéter, je commence justement un petit peu à en trouver. Moi, j'ai eu Ouais. cette sensation que, que tout était possible. Je sais pas comment expliquer, mais Ouais. comme toi, ça m'a paru vraiment pas réel jusqu'au moment où tu ouvres le carton et tu Ouais. vois le livre. Mm. Et là, il y a un truc, je sais pas, une espèce de fascination où, je sais pas, et tu te rends compte qu'en fait, ce rêve-là, il était réalisable, alors pourquoi pas tous les autres, quoi. Moi, c'est ça un peu le. Oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. ouais. Mm. Ah ouais, c'est Ouais, je passionnant. suis d'accord. Et, comment. 1, 2, 3. Alors, du coup, je reviens, je reboucle quand tu as parlé, tu sais, du blocage un peu plus technique. Ouais. Euh, Quand tu te retrouves face à quelque chose comme ça, qui peut te sembler être une incohérence ou un problème dans l'intrigue, etc., comment tu fais pour te dépatouiller de ce truc-là? Ouais, mais je ne sais pas trop en fait. Généralement, bah, soit je m'éloigne un peu du texte, ou je fais autre chose, et le cerveau il continue à y réfléchir en même temps. Ouais. Je pense que c'est plus oui, intuitivement. Soudain, l'idée, elle vient, je me rends compte, ah oui, ça c'est le problème, et c'est comme ça qu'il faut le résoudre. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est plus, encore une fois, en lâchant prise, qu'en essayant très activement de résoudre le problème. Ok. Euh, Plus, voilà, oui, en faisant autre chose, et soudain, voilà, l'idée, elle arrive, et on se rend compte quel est le problème, comment le résoudre. Euh, mais je n'aurais pas, voilà, de réponse précise. Ouais, j'aime bien Ouais. la réponse du lâcher prise. Moi, ça m'évoque deux trucs. Moi, un truc que je fais beaucoup, c'est je coupe tout et je garde juste la grande question. Tu vois, Ouais. c'est pas l'incohérence, par exemple. Tel personnage peut pas être à cet endroit-là, à ce moment-là, ou je sais pas n'importe quoi que Hmm. ça peut être. Et là, après, je vais marcher dehors tout seul, sans rien, sans musique. Et comme toi, en laissant le processus inconscient. Parce que c'est comme si tu avais un petit nœud au cerveau et Ouais. du coup, il travaille pour se dire, OK, comment je vais faire pour le démêler? Et Ouais. à un moment, tu es un peu frappé t'as une espèce d'épiphanie ouais, t'es frappé comme par la foudre et tu fais, putain, mais en fait, c'est Ouais. exactement comme ça que ça se résout. Ouais. Ah, Et tout donc à ça, fait. cette idée-là, et après, un truc qui marche bien aussi, c'est le, je sais pas comment on pourrait l'appeler en coaching, on appelle ça des recadrages, euh, de, 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 de visualiser ce qui te bloque d'une autre manière. Par exemple, si tu écris sur ton ordinateur, de changer la police, de changer la Hmm. couleur, de l'imprimer, de le mettre par terre et de te mettre au-dessus. Ou ouais, que des choses comme ça. Moi, Ouais. c'est des choses aussi qui te permettent de voir sous un angle différent. Ouais. Et parfois, c'est des toutes petites. Comme Ouais, ça ça peut paraît un être. peu bête Ouais. dit comme ça, mais Hmm. Non, je ouais. fais la même chose aussi. Bah, généralement, voilà, j'écris directement sur l'ordinateur. Mais s'il y a des blocages, parfois, je vais prendre juste du papier, un stylo, puis aller dehors. Et le fait de changer de média, en fait, ouais, ça peut débloquer aussi. Ouais. Ça Hmm. permet de donner une autre perspective. Et sur la thématique du lâcher prise, un peu plus précisément, est-ce que. Enfin, ouais, comment tu as pu le travailler à force euh, de. Enfin, en tout cas, pour t'autoriser à lâcher prise. Euh, je ne sais pas non plus exactement, en fait. C'est une habitude à prendre, en fait. Je sais pas, on Hmm. s'exerce et... ouais, Ok. ouais. Non, c'est Ouais, bien. je saurais pas le décrire forcément. Je pose la Mm, question. Quelque part, dans cette réponse-là, mm. il y a la solution. Le lâcher prise, c'est
tout sauf essayer de rationaliser le processus Oui, aussi. j'imagine. Ouais. C'est Mm. vraiment être dans l'action, enfin dans le corps, quoi, et pas Mm. dans la tête, ouais. 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 Ça, je posais la question au cas où, mais c'est vrai Ouais. elle est pas forcément Ouais. Oui, hyper je pense que c'est pertinente. plus voilà, ne plus suivre les pensées qui disent 30 000 choses et simplement voilà, suivre, bah, si c'est pour un premier jet par exemple, suivre le flow créatif, juste comme les idées viennent, mais sans se poser trop de questions, Hmm. sans suivre les pensées qui disent oh non, c'est pas bien, ou oh, qu'est-ce que les gens ils vont en penser. C'est tout ça qui bloque en fait, les pensées. Ouais. Et après la rose et le serpent, tu, tu as continué à écrire ou t'as fait une pause Non, j'ai continué à écrire. Bah, en fait, en ce moment, je travaille sur bah, la trilogie que je mentionnais un peu plus tôt, en fait, que j'avais hmm, écrit avant La Rose et le Serpent. Et j'ai décidé, il y a quelques années, de la réécrire complètement de A à Z. ok. Parce que c'est un projet qui me tenait quand même à cœur, mais qui était vraiment pas abouti à l'époque. Voilà, beaucoup trop de défauts. Donc, voilà, j'en suis maintenant à réécrire le premier jet du troisième tome. Et je sais pas où ça va me mener, si ça va aboutir à quoi que ce soit, mais bon, c'est un projet qui me plaît beaucoup, donc je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus. Ouais. Hmm. Ouais. Tu as une routine d'écriture quotidienne ou pas? Oui, donc j'écris presque tous les jours en fait. Et en général, pour moi, c'est le matin, quand voilà, j'ai le cerveau Ok. encore assez frais. Et, ouais. Donc j'essaye d'écrire voilà, tous les jours, à peu près à la même heure. Bon, après, ça peut être plus souple aussi, s'il y a des choses qui... Enfin, voilà, j'ai besoin de faire d'autres choses, mais ouais. Pour moi, c'est vraiment, oui, un besoin tous les jours, en fait. Ouais. Mm. Et, il y a des moments où c'est... euh, comment formuler la question? Est-ce qu'il y a des moments où c'est l'heure à laquelle tu dois écrire, mais t'as pas envie? Alors là, dans ces cas-là, comment tu fais? Bah, ça arrive assez rarement, en fait, parce qu'en général, Ah, j'adore c'est beau. écrire, donc... euh, Puis je pense Ah, que c'est quand beau. c'est une habitude, c'est une routine, enfin, je me pose pas de questions, c'est juste l'heure Ouais, d'écrire, ok. donc je commence. Mais après, oui, c'est vrai que s'il y a, par exemple, je sais pas, du stress dans mon quotidien, enfin, c'est pas toujours facile non plus. Et dans ce cas, ce que je fais, c'est que bah, je vais relire peut-être un chapitre précédent pour me remettre dans l'histoire. Et Hmm, après, dès que j'arrive à l'endroit où j'avais arrêté, bah, naturellement, ça reprend, en fait. Enfin, c'est une astuce que j'ai trouvée. hmm, Ou alors je vais travailler sur... parce que des fois, si je suis trop fatiguée, parce que écrire, ça demande quand même beaucoup de concentration, je trouve, parfois. Et il peut arriver voilà, que je sois trop fatiguée pour vraiment voilà, travailler le premier jet. Donc, dans ce cas, bah, je vais faire des choses plus à côté. Par exemple, retravailler, je sais pas, des fiches de personnages, des cartes, ou peut-être faire des corrections sur le début, quelque chose d'un peu plus léger, en fait, hmm, jusqu'à ce que je retrouve la motivation et l'énergie pour reprendre le premier jet. hmm. Ok. Mm. Et c'est parce que la routine que tu t'es créée, effectivement, je pense qu'à un moment, la discipline qu'on peut s'imposer au début, elle devient une routine, puis à la fin, un réflexe, tu te poses plus tellement la question, Mm. tu te lèves, c'est le matin, tu te mets à écrire. Euh, euh, t'as, t'as dû te l'imposer un moment, te dire, ok, il faut que j'écrive tous les jours ou au moins enfin, assez régulièrement pour pouvoir avancer depuis que tu as commencé, parce qu'en plus, tu as commencé jeune, ou finalement, tu es juste animé par l'écriture et tu t'es jamais posé la question, peut-être. Bah, quand j'étais plus jeune, si c'était un peu plus chaotique, en fait, plus Hmm, sporadique, j'écrivais quand j'avais envie, donc il pouvait y avoir de grandes périodes où j'écrivais pas du tout. Puis après 20 ans, quand j'ai commencé à écrire plus sérieusement, là, je me suis dit non, je vais me tenir à une routine quotidienne pour vraiment avoir le temps voilà, de finir le roman, pour pouvoir progresser. Donc c'est devenu plus conscient, en fait, et plus structuré. Mm. hmm. Ça a été Ouais. quoi le shift là sur les 20 ans qui t'a dit il faut que je professionnalise l'approche que j'en ai? Je sais pas d'où ça vient exactement, c'est juste à un moment je me suis dit c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, écrire des romans et je veux le faire bien, donc je veux
me former en quelque sorte, voilà, apprendre comment le faire. Et pour toute chose, tout art qu'on veut perfectionner, je pense qu'il faut mettre le temps aussi. Donc du temps, ça demande, voilà, c'est de la discipline, donc s'y mettre tous les jours. Et ouais, c'est devenu voilà une décision voilà que j'ai prise à ce moment-là. Ouais. C'est super inspirant, Ouais. je trouve, parce que il y a il y a un moment où du coup tu t'engages envers toi-même en disant bon, mon rêve c'est ça, donc il va falloir que je fasse ABC quoi. C'est Enfin, ça, voilà, ouais, pour mettre effectivement. toutes les chances de l'autre côté. Et, Ouais. et effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien répéter mordicus que il faut, enfin j'essaie d'éviter les termes en il faut parce que c'est un peu des injonctions, mais en tout cas, avoir des actions qui sont au quotidien congruentes avec les rêves qu'on a, c'est ça qui permet finalement d'avancer. Il ne s'agit pas d'y passer 8 heures par jour ou de tout abandonner le reste pour faire ça, mais au moins de faire les choses en conscience, en se questionnant sur le temps libre qu'on a, parce qu'on a toujours des impératifs. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ce temps libre? Et c'est vrai que, à titre personnel, j'ai eu ce shift aussi un petit peu comme toi, à un moment de dire euh, si j'écris pas, j'aurai jamais de livre. Mm. Et ça m'a fait un petit peu mal. Et ça a été un petit peu compliqué au début de l'assumer. Tu vois, il y a une espèce de posture d'ego. Euh, je sais pas pourquoi, c'est une erreur et une croyance que j'avais, mais que l'écriture et l'art de manière générale étaient très liés au domaine du génie, tu vois. De dire, bon, bah, soit tu as le don de l'écriture, soit tu l'as pas. Euh, et, et la première étape pour moi a été de dire, mais si, j'ai le don de l'écriture. Tu vois, avant de me dire, mais en fait, peut-être qu'il faudrait que tu écrives tous les jours Ouais. pour pouvoir. Voilà. Et donc, au moment où j'ai eu ce shift, je me suis rendu compte que le don, ça voulait tout et rien dire. Que même si tu l'avais, en fait, que si tu n'écrivais pas, ça servait à rien. Non, c'est sûr, ouais. Et donc, à un moment, j'avais pas beaucoup de temps libre, mais je me disais, bon, bah, ok, on est dimanche matin, peut-être que plutôt que de regarder la télé, je vais écrire. Et ce truc-là, putain, ça a été, les premières fois, ça a été extrêmement dur parce que, effectivement, il faut se concentrer quand on écrit. Ouais. Je ne sais pas si toi, à force, tu t'es développé un petit écosystème où, je sais pas, tu as ton café, ta musique ou machin, machin. Mais moi, c'est vrai que moi qui avais l'habitude de mettre toujours des fonds, tu vois, que ça soit des vidéos, des séries que je connais par cœur et donc j'écoute que d'une oreille, Mm. euh, ça, déconnecter ça et se me placer dans un espèce de silence, entre guillemets, ça a été vraiment difficile au début. Ouais. Oui, c'est pas évident, hein, pour toute discipline, je pense, oui, ça prend du temps de créer de nouvelles habitudes. Et je pense qu'on oui, on trouve une routine après qui nous correspond. Euh, Moi, je pense que ça se fait maintenant automatiquement, en fait, quand voilà, je m'assois à mon bureau le matin et j'ai besoin, même pas de fond musical ou quoi que ce soit, même pas de café, rien du tout. C'est juste, voilà, ça, ça vient tout seul. Par contre, j'ai besoin de silence complet. Ça, c'est le critère important. Donc, ouais. Et tu passes combien de temps à peu près sur une session Quand je peux, parce que j'ai la chance d'être à mon compte en fait, voilà, dans mon travail à côté, enfin en gros, sauf le week-end. Donc je peux vraiment organiser mon emploi du temps comme je veux. Donc j'essaye de faire 2-3 heures d'écriture en fait le matin, ouais, Ok, avant de ok, passer à la suite. ok. Ouais, Ouais, c'est bien, c'est bien, ouais. c'est bien. Parce que je pense que ça Et prend du temps de se mettre vraiment dans le bon état d'esprit aussi avec l'écriture. Si on fait des sessions parfois trop courtes, on n'a pas vraiment le temps d'aller assez profond, voilà, pour retrouver l'ambiance de l'histoire, en fait, et hmm, d'être vraiment avec le flow. Ouais. hmm. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, du coup, alors maintenant, j'ai plus de travail classique, dira-t-on. Donc, je me sens un peu plus libre et je m'autorise des sessions un peu plus longues, un peu comme toi. Mm. Mais avant, du coup, je travaillais, enfin, j'avais des horaires classiques hein, d'ingénieur, donc pas. Enfin Ouais. voilà, 9 heures tu travailles, 18 heures tu termines. Et alors Mm. c'est vrai que du coup, moi, j'avais très peu de temps, donc j'écrivais que le matin. Et à chaque fois, j'avais max 1 heure, quoi. Et alors du coup, effectivement, j'avais parfois cette sensation assez frustrante de dire, putain, mais t'as pas le temps de rentrer dans ton truc que déjà tu dois partir. Ouais. Et alors du coup, pour le combattre, je me faisais des espèces de
sur papier comme d'architecture un petit peu de ce que je voulais raconter dans les chapitres d'après. Je faisais ça souvent le week-end, tu vois, je me disais, ok, bon, bah, sur les 5 prochains jours, je vais probablement écrire ces 5 chapitres-là. Et donc, je faisais une espèce de structure assez rapide, tu vois, pour essayer de inconsciemment mettre ce que j'allais avoir envie de raconter. Et donc, quand je m'y mettais, j'étais tout de suite beaucoup plus facilement plongé dedans. Enfin, entre guillemets, j'avais préparé le terrain, quoi. Ouais, Pour oui, ça essayer de aide. pas, de pas toujours combattre et être à la recherche permanente de temps. Mm. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est parfois extrêmement frustrant de, je sais pas si au cours de ta vie, t'as eu des moments comme ça où tu te disais ah, c'est frustrant, j'aimerais écrire tellement plus. Je Oui, sais bah pas oui, si tout à tu fait. vois. Quand j'avais pareil un travail Ouais. voilà, d'employé, j'avais beaucoup moins de temps. Il y a aussi des périodes dans ma vie en fait où j'avais un travail tellement stressant en fait que ça avait complètement tué ma créativité. Je pouvais plus écrire en Mm. fait, même en rentrant le soir, j'avais plus l'énergie et plus l'espace mental. Je trouve que c'est ça qui est important aussi. Donc, j'ai dû voilà, un peu réorganiser mon quotidien parce que pour moi, c'est important l'écriture, donc lui donner une priorité. Et ce qu'il y a autour, bah, ça compte aussi parfois. Ouais. Mm. C'est toujours des moments assez difficiles, je trouve, de réorganiser sa vie en fonction de ses impératifs et de ses rêves. Mm. Euh, ouais, ouais. Bah, parfois, j'essaie d'essayer tu sais, de comprendre le processus par lequel j'ai réussi à le faire pour aider les gens aussi à le faire de leur côté. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais je crois que quand même, du coup, je répète ce que j'ai dit juste avant, mais faire la liste de ses impératifs, de ses temps libres, et après, sur les temps libres, s'interroger sur, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Je pense que ça, c'est la Oui, première voilà. étape quand Ouais. même. Mm. Voilà. C'est un truc assez court qui te demande de rien sacrifier. Mm. Parce que bon, il faut, oui, effectivement, si tu as des enfants à aller chercher à l'école, tu vas pas sacrifier ce truc-là en Non, disant c'est non, ça. mais je Ouais. fais pas ça. Après, Euh, sinon, c'est vrai que des fois, oui, dans notre quotidien, voilà, on fait des choses, voilà, on perd du temps, voilà, dans d'autres choses qui sont pas forcément hmm, importantes et qu'on peut, voilà, laisser tomber. Ouais. hmm. Mm. Je sais pas si c'est, enfin, je sais pas si tu voudras répondre ou pas, mais Mm. qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait comme métier Je commence, tu vois. Là, c'est les questions de présentation, je les pose à la fin. Ouais. J'y ai pas pensé au début. Ouais. Bah, à la base, en fait, oui, j'ai fait des études d'anglais pour devenir professeur d'anglais. Ok. Et donc, bah, je suis restée dans le métier qu'un an, en fait. Donc, j'ai passé mon CAPES et après, j'ai décidé de démissionner parce que ça ne me correspondait pas du tout, l'enseignement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi de revenir en Angleterre, où j'avais déjà passé quelques années voilà, pour perfectionner mon anglais. Et après, donc, bah, j'ai fait plein de petits boulots, voilà, à droite, à gauche, en recommençant vraiment de zéro. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je suis plus à mon compte, en fait, avec mon mari. On tient une espèce de Airbnb, voilà. Oh, trop cool. Voilà. Puis en parallèle, bah, je travaille aussi dans un magasin solidaire le week-end, en plus. Ouais. Ah, trop bien. Donc, ouais. Et comment toutes les expériences que tu as pu avoir comme ça dans ta vie inspirent ton écriture? Euh, Bah, comment, je ne sais pas, mais après, c'est sûr que ça, je pense que c'est une source d'inspiration. Je suis pas mal voyagée. Je trouve que les voyages, découvrir d'autres cultures, d'autres mentalités, ça joue aussi. C'est important, en particulier pour créer un monde de fantaisie. Mm. Parce que voilà, ça demande de voir les choses différemment, d'imaginer d'autres façons de vivre, de penser peut-être. Donc ça m'inspire beaucoup. Euh, et après, voilà, oui, au quotidien aussi, les différents oui, boulots que j'ai faits, c'est toujours enrichissant en fait, et ça permet de donner plus de profondeur à ce qu'on décrit aussi dans nos romans. Ouais. Mm. Mais en fait, je pense que cette inspiration, cette influence, c'est plutôt inconsciente. C'est pas quelque chose que je me dis, voilà, je vais mettre forcément dans les romans, mais ça ressort naturellement. Mm, Mm. Ouais, je mm, partage ton avis, effectivement. mm. C'est toujours.
L'inconscient tient une grande place dans le processus d'écriture, je pense. Ouais. Mm. Et euh, est-ce que... Ah, j'ai pensé tout à l'heure, j'ai oublié après. C'est quelles ont été les inspirations de La Rose et le Serpent pour finir quand même sur ton livre. Ouais. Euh, En fait, voilà, j'avais envie d'écrire un roman de fantasy, mais aussi de Cap et Épée, parce que j'aime beaucoup les romans de Cap et Épée, même d'Alexandre Dumas. Je suis quand même une grande fan. Donc j'avais envie de faire ça, mais de façon plus moderne. Euh, donc ça a été une source d'inspiration, mais aussi de la Renaissance, que j'aime beaucoup cette période-là, l'histoire en général. Hmm. Euh, Après, pour le reste, je ne saurais pas forcément dire, voilà, en particulier ce qui m'a inspiré ou influencé. Comme je disais, ça ressorti de différentes choses, différentes expériences. Euh, oui, voilà. Ah, Mm. c'est trop. J'aime beaucoup parce que je sens la place qu'a finalement un peu l'inconscient dans toute l'inspiration. Mm. Et, et je partage pas mal cet avis. Je pense que parfois il faut pas, enfin il faut, faut s'écouter, ouais, se laisser porter par ce qu'on a en nous. Ouais, Et quelque part, les inspirations viennent de là. Et ouais. ouais, c'est vraiment très Ouais. beau. Moi, au début, ça m'a fait un petit peu penser euh, à, alors ouais, non, si un peu à Robin Hood, je trouve. Parce que tu avais en fait, c'est parce que je l'ai lu récemment, je pense. Mm. J'en ai fait un parallèle, tu vois. Mais l'enfant bâtard un peu, qui se retrouve un peu très seul, entre guillemets. Mais c'est un peu la seule ressemblance, mais ça m'a touché à ce niveau-là. C'était quelque chose qui m'avait marqué dans l'Assassin Royal, que j'avais beaucoup apprécié et que j'ai retrouvé là, que j'ai beaucoup Mm. aimé aussi, du coup. Et, euh, et si le rapport à... Mais ça, j'aime toujours bien. Le rapport à la magie qui est toujours un petit peu nébuleux. Quelque part, on comprend pas trop et puis on sent qu'il y a quelque chose de très lié au contrôle de nous, enfin en tout cas au lâcher prise dont on est capable de faire preuve. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. Mm. Et, et voilà. Ouais, franchement, c'était une super expérience de lecture. Mm. Euh, J'en suis du ravie. coup, du coup, si j'ai bien compris, la trilogie se passe dans le même univers. Oui, voilà, ça se Euh, passe 50 ans avant l'histoire de la Avant. rose et le serpent, ouais. Mm. Ok. Donc Ouais. on retrouvera peut-être certains personnages, peut-être pas, mais en tout cas peut-être Oui, voilà, des ouais. Il y a noms. quelques Ok. références, et ouais, ouais. Mm. Ah, c'est cool, c'est Et cool. quelques personnages qui sont mentionnés dans La Rose et le Serpent et qu'on Ouais, découvrait en fait. Ouais. Mm. ouais. Ok, Mm. ok, Mm. ok. Ah bah ça, tu vois, j'ai hâte de savoir quelle partie tu vas explorer. Et donc, je pense que c'est trop cool. Et pour finir, une question que j'aime bien poser, c'est si tu avais là une phrase, pas forcément un conseil, parce que parfois c'est pas un conseil qui nous vient, mais quelque chose à dire à quelqu'un qui ose pas encore écrire son premier roman, tu lui dirais quoi? Bon, il faut se lancer quand même et voilà, laisser de côté la peur, peu importe, se faire plaisir. Et, ouais. Se faire Vraiment, ouais, plaisir. comme on a fait tous les deux, je pense, comme on le décrivait pour le premier roman, où là on s'est vraiment débloqué, c'est vraiment écrire au fil de la plume, pas trop penser aux corrections, aux résultats, et juste se Mm. faire plaisir. Mm. J'aime beaucoup cette conclusion, se faire Ouais, plaisir. Ça recentre l'intention initiale, qui est souvent celle d'accomplir un rêve et pas de faire plaisir à je sais pas qui. Non, se faire plaisir non. d'abord. C'est effectivement, ça libère beaucoup la plume. Écrire quelque chose qu'on aurait envie de lire. C'est ça, Et, exactement, ouais. Mm. j'aime beaucoup cette Mm. conclusion. Je pense Merci qu'il faut beaucoup. écrire pour soi-même au départ, ouais, c'est le plus important. Ouais. Mm. Mm. Merci Julie pour cet échange. Rien, merci aussi.